Allô, allô! On se retrouve enfin pour la vidéo en direct du mercredi dans un format pas de dérangement, pas d'enfants qui crient autour, pas en train de cuisiner, donc vraiment de la vidéo informative. Et je suis quand même contente de ça parce que, bon, les derniers mois ont été tout un chamboulement au niveau de toutes les routines du monde, autant le travail, autant qu'à la maison. Fait que je suis quand même contente de revenir à ma vidéo en direct du mercredi que je fais depuis, je pense c'est février 2018. Donc en direct à tous les mercredis. Fait que je suis contente de vous revoir enfin pour parler de nutrition. Bon, il y a quelqu'un qui est fâché. J'imagine que c'est encore une fois des boutons, hein, parce qu'on a des gros doigts sur le téléphone, ça ne me dérange pas. Mais si j'ai fait quelque chose d'offusquant, venez me le dire s'il vous plaît. Faites pas des faces fâchées parce que ça me perturbe à toutes les fois. Donc, allô Karine, comment ça va? Donc, aujourd'hui, je vais faire question-réponse. Puis, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine aussi. Fait que la semaine prochaine, là, je vais faire question-réponse sur l'introduction des solides. Peu importe, que ce soit DME purée, c'est pas grave, OK? Ou même si l'enfant, il y a 9 mois. Fait que la semaine prochaine, ça va être question-réponse, introduction des solides. Et je vais vous demander aussi là, des questions bon, dans mes stories. Fait que soyez alerte pendant la semaine. Et je vais le faire peu importe je suis où. Puis j'ose espérer que mercredi prochain, il fasse beau et que je sois sur le bord de la plage au lac Saint-Jean à 10 heures, parce que les plages, je pense que ça va être contingenté. Fait que c'est sûr que la minute qui fait beau, moi, à 8 heures, je suis sur la plage parce que je veux pas me faire retourner chez nous à la porte en espérant que ça soit toujours ouvert. Fait que même si je suis sur la plage la semaine prochaine, je vous fais un question-réponse sur l'introduction des solides. Mais là, aujourd'hui, je voulais répondre à vos questions sur l'allaitement et la grossesse. C'est un petit peu mon thème de la semaine. Fait que je vous partage des articles en lien avec ça. J'ai un article super complet, questions-réponses sur l'allaitement. Je l'ai partagé hier sur ma page Facebook, mais tous les articles que je vais vous parler aujourd'hui, je vais les mettre dans les commentaires pour qu'ils soient tous au même endroit. Voilà. Ouais. Une autre chose, là, je vais répondre à vos questions. Je vais juste faire mes annonces parce que c'est comme mon moment là qu'on se parle ensemble. C'est que vous avez sûrement remarqué que j'ai commencé à faire des vidéos, plus de vidéos. Je veux pas que vous ayez de la pression à toutes les écouter. Mais il y a le direct le mercredi, il y a la cuisine en direct le samedi. Là, cette semaine, ça va être vendredi parce que samedi, je vais être sur la route. Je vais partir pour le Saguenay. Et il y a mes vlogs, OK? Puis peut-être que vous n'avez pas encore pris la peine de regarder c'est quoi les vlogs. Puis ça se peut, parce que moi, j'ai 37 ans, OK? Fait que j'ai des mamans qui ont à peu près le même âge que moi, puis que, tu sais, ils vont sur Facebook, mais pas trop, là. Puis les vlogs, ils disent, c'est quoi ça? Je comprends pas c'est quoi. Alors que chez les mamans plus jeunes, ça fait peut-être partie de leur vie depuis longtemps, les vlogs. Donc, les vlogs, c'est plein de petites vidéos mises ensemble. Fait que, tu sais, c'est pas une vidéo qui a beaucoup de montage ou, tu sais, qui a énormément de recherche en arrière. Je partage un petit peu mon quotidien, mais aussi des thèmes que vous me parlez souvent à travers mes stories. Fait que, dans le fond, c'est comme des stories, mais plus longues, que j'approfondis un petit peu des thèmes. Comme par exemple, celui-là que j'ai mis en ligne dimanche sur YouTube, c'était mes suggestions de lecture pour l'été. Fait que dans les dernières années, j'ai comme certains livres que j'ai vraiment aimés, puis j'ai vraiment envie de vous le dire, parce que vous me demandez des suggestions de lecture à toutes les fois que je vous en parle. Fait que là, je les ai toutes mis là. J'ai aussi une vidéo que je vous explique comment ça fonctionne Flash Food. Ben ça, c'est dans mon vlog de dimanche, là. Donc, Flash Food, hein, c'est une application chez Maxi. Fait que là, j'étais allée faire une commande Flash Food, puis là, je vous montre les choses comme ça. Fait que c'est aussi des petits trucs pratiques. Fait que c'est le format parfait quand vous écoutez vous écoutez la vaisselle. Oui, parce que moi, faire la vaisselle, j'aille tellement ça. Je mets tout le temps de la musique ou des vlogs ou des vidéos, ou que vous pliez du linge. Fait que vous voyez le genre. Fait que je vous suggère d'écouter ça. Je pense que vous allez aimer ça. Oui, allô Anouk. Super! Fait que là, je vais commencer à répondre à vos questions. Fait que Anouk, c'est bien parce que elle a utilisé un terme que je voulais spécifier avec vous par rapport à l'allaitement. Elle dit « J'allaite exclusivement mon bébé de 3 mois » et le mot « allaiter exclusivement » est très bien utilisé parce que
L'allaitement exclusif, là, on est vraiment dans la définition. L'allaitement exclusif, ça veut dire que le bébé ne reçoit rien d'autre que du lait maternel, OK? Donc, pas de préparation pour nourrisson et pas de solide. Fait que des fois, j'ai des mamans qui utilisent le terme j'allaite exclusivement mon bébé, puis là, on a débuté les solides. Bien, à ce moment-là, il n'est plus allaité exclusivement. Je comprends très bien de quoi vous parlez, OK? J'ai compris. Il a été allaité jusqu'à temps qu'on commence les solides. Mais là, je voulais juste que vous sachiez la vraie façon d'utiliser le terme, OK? Parce que c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, mais tu sais, on est là pour apprendre. Oui, super, Anouk, c'est une bonne question. Donc, pour l'allaitement, est-ce qu'on peut boire du kombucha? La réponse, c'est oui, mais il faut comprendre c'est quoi le kombucha. Le kombucha, là, c'est une boisson fermentée avec des levures, OK? Donc, c'est pas impossible qu'il y ait une faible quantité d'alcool. Ce qui n'est pas si grave pour l'allaitement, parce que c'est quand même connu que pendant l'allaitement, on peut prendre une faible quantité d'alcool parce que, dans le fond, l'alcool va être traité au foie, puis après ça, mélangé dans le sang, donc, et le sang, le lait. Donc, le lait va contenir tellement une faible quantité d'alcool que ça ne devrait pas avoir un impact sur le bébé. Et aussi, c'est que l'alcool est métabolisé après 2-3 heures. Fait que, tu sais, c'est aussi connu, OK, si vous êtes informé sur l'allaitement, qu'une façon que notre bébé ne reçoive pas d'alcool quand ça nous tente de prendre un verre, c'est d'allaiter en même temps. On boit le vin, on allaite, puis que là, le temps de l'eau de boire, l'alcool devrait avoir disparu. Sauf que si vos bébés sont comme les miens, la fois que je leur mets au sein après, c'est peut-être une demi-heure après ça ou 1 heure après. Fait que l'alcool n'a pas disparu. C'est pour ça que pendant l'allaitement, oui, si ça vous tente, fait chaud, un petit verre de vin blanc, mais juste modérer la quantité et la fréquence, OK? Prenez-le juste quand ça vous tente. Pour la grossesse, par contre, on dit non. Mais là, le kombucha, là, OK, c'est tellement peu alcoolisé que pour l'allaitement, c'est pas un problème. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour la grossesse. Fait que pour la grossesse, on aime mieux faire attention au kombucha pour 2 raisons. C'est possible qu'il y ait un petit peu d'alcool, peut-être 1%. Bon, c'est pas beaucoup, là, vous allez me dire. Mais surtout, c'est que c'est une affaire qui est fermentée. Et il peut donc avoir une croissance, pas néfaste, là, mais de levure et tout ça. Donc, pour une femme enceinte, on est mieux d'éviter parce qu'on ne le sait pas trop au niveau toxi-infection alimentaire si c'est sécuritaire. Par contre, pour la maman qui allaite, si jamais elle avait une toxi-infection au kombucha, ben c'est elle qui va être malade, pas son lait puis pas le bébé. OK? Fait que oui, tu peux enjoy ton kombucha, puis je te comprends tout à fait parce que quand il fait chaud, le kombucha, c'est tellement rafraîchissant. Donc, Laura, puis je suis contente que vous me posiez des questions parce que j'en ai en banque, là, parce que je vous ai posé la question, je les ai pris en note, mais je suis contente de répondre à vous en direct. Donc, Laura, j'allaite mon bébé fille depuis sa naissance avec la DME. Elle commence la garderie en septembre et elle refuse catégoriquement mon lait au biberon. Oh, je peux-tu afficher la suite? Est-ce que le lait de vache serait OK? Donc là, elle a 7 mois. Donc au mois d'août, elle va avoir 8 mois. Au mois de septembre, elle va avoir 9 mois. Selon les recommandations, à partir de 9 mois, on peut offrir le lait de vache comme lait de base ou comme complément au lait maternel. Donc oui, tu pourrais offrir le lait de vache à la garderie. Par contre, parce qu'elle va avoir plus que 9 mois, par contre, c'est pas parce qu'on peut l'offrir que c'est le meilleur choix de lait de base, OK? Jusqu'à 1 an, bien sûr, le lait de base numéro 1, c'est le lait maternel, mais même de 9 à 12 mois, la préparation pour nourrisson est quand même supérieure au niveau de la qualité nutritionnelle et aussi de la digestibilité jusqu'à 12 mois. Donc, ça serait peut-être pas mauvais pour la garderie d'offrir de la préparation pour nourrisson pour les premiers mois, puis après ça, quand tu vas intégrer, mettons, le lait de vache chez vous avec un gobelet en complément de certains repas, tu sais, comme ça, c'était juste quelque chose, pas nécessairement des boires parce que tu vas continuer à allaiter, mais quelque chose qui va venir compléter les repas, ben là, oui, tu pourras peut-être faire en sorte que toutes ces boires à la garderie, ça soit du lait de vache.
Mais ça pourrait être correct le lait de vache 3,25 aussi, sauf que, tu sais, si, mettons, tu veux être sûr de savoir c'est quoi l'échelle des meilleurs choix, ben je viens de te l'expliquer. Ce qu'il faut aussi, ce qui est bien, puis ça, c'est pas une question, mais je te le dis, c'est que il faut comprendre aussi qu'il est tout à fait possible de maintenir notre allaitement, même si notre bébé débute la garderie, et on n'a pas nécessairement besoin de le pratiquer pour ça. OK? Vous êtes avec votre bébé 24 heures sur 24, votre bébé est habitué de boire au sein. C'est sûr que là, si vous essayez, même si c'est le papa ou quelqu'un d'autre qui donne un biberon puis que vous êtes là, ça va être vraiment difficile pour le bébé. Et si vous partez pas assez longtemps, ben peut-être qu'il est mieux attendre puis avoir le sein en revenant que de boire autre chose. Fait que stressez-vous pas avec l'entrée à la garderie. Vous allez allaiter le matin, au retour de la garderie, le soir, la nuit peut-être, je vous souhaite pas, mais ça se peut, puis la fin de semaine. Puis à la garderie, il boira autre chose dans un biberon ou un gobelet. Mais stressez-vous pas avec ça, ça se fait très bien. Plein de mamans, si c'est notre volonté, si tu veux plus allaiter après 1 an, c'est correct, là, mais dont moi, parce que moi, j'avais un travail à l'extérieur avant, donc moi, je suis retournée travailler avec mes bébés de plus d'1 an que j'ai allaité jusqu'à 2 ans, puis ça se faisait super bien. Matin, en revenant de la garderie, puis il était attendu ce boire-là, là, tu sais, le bébé, il pleurait, fallait pratiquement que je l'allaite à la garderie. Le soir et la fin de semaine, tu sais, avant les siestes et tout ça, puis ça se fait super bien. Fait que si c'est votre désir de prolonger l'allaitement après 1 an, c'est parfait. Et oui, on pourrait donner à la garderie le lait de vache ou une préparation pour nourrisson. Oui, Laura, stresse-toi pas avec la préparation. C'est comme je te dis, ton bébé, t'es là, OK? Fait qu'il est mieux attendre et tout ça. Mais quand il va être une journée ou une demi-journée à la garderie, hey, inquiète-toi pas, ça va bien aller, OK? C'est parce que c'est dur. S'imaginer ça, c'est dans 2 mois, ton bébé, il a juste 7 mois. Mais quand il va avoir 9 mois, 10 mois, ça va être différent. Puis ton bébé, il va s'habituer à sa nouvelle réalité, là. Sur les préparations pour nourrissons, est-ce qu'il y a une grande différence entre la formule numéro 1 et 2? Non. OK? C'est un genre de marketing. Les deux sont pas mauvais. Non, c'est pas mauvais. C'est tout à fait adéquat pour le bébé. Mais la numéro 2 n'est pas nécessaire. Fait que vous pouvez rester sur la numéro 1, vraiment la première préparation, pour toujours, jusqu'à temps que votre bébé en ait plus besoin. Non, t'as raison. Mathieu, il n'y en a pas de différence. C'est du marketing. Même chose pour plusieurs préparations, là. Oui, super. Fait que Laura, ça se fait super bien prolonger l'allaitement. Dans le fond, là, après 1 an, c'est un allaitement qui nous ressemble puis qui nous convient. Si toi, ça te tente juste d'allaiter le matin, ça va être ça. Ou si ça te tente d'allaiter juste le soir. Fait que, tu sais, il faut vraiment juste pas se stresser avec ça. Donc, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Une maman à la garderie tirait son lait et quand c'était nous qui lui donnait, c'était rassurant. Il prenait super bien. Oui. Les bébés, là, ils ont une grande capacité d'adaptation, OK? Ils vont s'adapter aux nouvelles personnes qui gravitent autour d'eux, puis ils vont s'adapter à une nouvelle façon de manger ou de boire. Moi, quand mes enfants allaient à la garderie vers 1 an, 10 mois, non, 11 mois, il n'avait jamais bu de lait de vache. Puis moi, il n'allait pas au biberon, là, c'était vraiment au gobelet. Puis je les envoyais à la garderie, je disais à la gardienne, ouais, tu peux lui donner du lait de vache. Ils n'avaient jamais pris de leur vie. C'est pour boire. Puis ça allait bien, OK? Parce que c'était différent de se faire offrir un gobelet avec du lait de vache versus allaiter au sein de maman. C'est pas la même chose. Puis le bébé, il va comprendre ça, puis il va s'adapter. Ah, super! Je suis super contente, Émilie, de savoir que vous aimez ça, le question-réponse, parce que pour moi, c'est pas trop long à préparer, fait que c'est comme parfait. Karine, elle nous dit que ses 2 enfants ont cessé l'allaitement d'eux-mêmes. Oui, ça se peut. Des fois, ça fait de la peine, par contre, parce que des fois,
on voudrait continuer à allaiter plus longtemps, puis qu'eux autres, ça a l'air à plus vouloir, tu sais, mettons, vers 14 mois, 15 mois, puis c'est correct aussi, tu sais, mais je comprendrais qu'on pourrait être déçu. Puis si c'est vers 9 mois, ou là, je comprendrais vraiment qu'on soit déçu si le bébé veut plus rien savoir. Dans ce temps-là, sans s'acharner, je suggère qu'on propose, puis qu'on propose, puis on propose, même si c'est un bébé plus vieux, même s'il est plus supposé boire autant que quand il avait 3 mois, mais qu'on continue d'offrir beaucoup le sein pour lui dire, regarde, t'en as encore besoin, OK? Puis il veut pas que ça finisse. Donc voilà. Mais là, je vais commencer à répondre à mes petites questions. Il y en a une, j'ai déjà répondu en privé à la personne parce que je voulais y répondre, mais je vais dire la question parce que c'était une bonne question. Donc, avec son premier bébé, il était allergique, OK, allergique non IgE médié au lait et au soya. Donc, en le fond, c'est aussi ce qu'on appelle une intolérance. Et j'ai un livre numérique là-dessus. Puis ça, là, j'ai eu beaucoup de commentaires dernièrement. « Ah, j'aurais tellement aimé ça avoir ton livre il y a 2 ans. » Ben, il est sorti il y a 2 ans. Fait que je trouve ça dommage. Quand il y a 3 ans, 4 ans, je comprends, là. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait des mamans qui poursuivent leur allaitement avec un régime d'éviction sans savoir que j'ai une ressource super pratico-pratique qui va répondre à toutes vos questions puis qui va vous aider dans la mise en pratique. Fait que si c'est le cas de maman autour de vous, dites-lui, OK, dans ma boutique en ligne, j'ai un livre numérique sur l'allaitement. Il paraît que ça se lit comme un roman policier tellement que c'est bon, OK? Je pense que quand tu as vraiment besoin de l'information, tu es comme content de la trouver. Fait que dites-leur. Fait que cette maman-là, elle a eu pas un bon moment avec ça parce que quand tu allaites un bébé qui est allergique au lait, avant de le savoir, tu as un bébé qui pleure souvent, qui a l'air d'avoir mal, qui refuse le sein, que l'allaitement c'est difficile, que ton allaitement diminue, que le bébé peut perdre du poids, que le bébé peut avoir du sang dans les selles, que ton bébé il est jamais de bonne humeur, que ton bébé il est tout le temps dans tes bras, tu peux pas le déposer, il dort pas. Fait que c'est pas évident. Fait que là, elle me demande, là, je suis enceinte de mon deuxième, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour pas qu'il soit allergique au lait? Bien, la réponse c'est non. Il y a rien, OK? Mais t'es déjà passé par là. Fait que sois alerte. Si l'allaitement est dur à initier, si ton bébé, dès le départ, il a pas l'air bien quand il allait, puis il semble avoir vraiment des symptômes qui lui font mal, puis fais déjà un essai de la diète sans lait puis sans soya pour bien partir ton allaitement, pas attendre que ton bébé ait 3 mois puis que tu aies vécu l'enfer avec ton bébé alors que tu voulais juste vivre une belle lune de miel de bonheur. Fait que c'est ça que j'ai dit, puis elle a dit « Oui, je vais être alerte, c'est sûr. » Fait que voilà, j'ai répondu à sa question et peut-être à la vôtre aussi. Laura, est-ce que la production de lait va être affectée? La production de lait va s'adapter, OK? C'est sûr que là, il y a des personnes qui ont plus de difficultés avec leur production. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à maintenir une production, à allaiter juste le matin ou juste le soir. Si c'est le cas, je vous suggère fortement d'aller voir une conseillère en lactation. Moi, j'ai pas ces formations-là. OK? Moi, j'ai de l'expérience en allaitement, j'ai de l'expérience en nutrition, bien sûr, de l'allaitement, mais au niveau toute technique, c'est vraiment les conseillères en lactation qui sont les plus habilitées là, à répondre à cette question-là. Mais le lait, la production de lait est quelque chose de merveilleux qui s'adapte. Puis j'avais une autre question par rapport à ça. C'est une maman qui a dit, moi, mon bébé, je l'ai allaité pendant 9 mois. Ben, je l'allaite encore, mais j'ai jamais tiré mon lait, puis il y a 9 mois. Est-ce qu'il est trop tard pour le tirer? Bien, la réponse, c'est non, parce que là, ça va être nouveau. C'est comme si on demandait au corps à produire plus de lait. Bien sûr, il faut tirer de façon régulière, là, tous les jours, comme pour dire au corps, OK, bien, augmente ta production parce que maintenant, je fais une demande supplémentaire et le corps devrait s'habituer. Comme je disais, il y en a que c'est plus difficile de maintenir une production comme ça. Fait allez chercher de l'aide auprès des conseillères en lactation. À ce moment-là, les conseillères en lactation, en premier lieu, si vous avez une marraine d'allaitement, elle peut vous aider. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique ou professionnel, ben il y a des professionnels. Donc, habituellement, c'est des infirmières qui ont étudié la lactation et qui ont fait des heures auprès des mamans allaitantes. Donc, c'est vraiment, ils ont une certification. Voilà. Oups.
OK, j'ai un bébé de 7 mois, je compte faire un allaitement jusqu'à 9 mois pour ensuite faire la transition vers le lait de vache dans un gobelet. Oui, ben Émilie, ce que j'ai dit tantôt, probablement que ça l'a répondu à tes questions. Je répéterai pas si tu l'as manqué le début, là, quand je répondais à Laura par rapport au meilleur choix de lait et tout ça. Ben, je pense que ça va bien répondre là, à ces questions-là. OK. Est-ce que quand on allaite, il y a des aliments qu'on doit éviter ou si c'est un mythe? Ça aussi, dans mon article super complet sur l'allaitement, j'en parle. Il n'y a pas d'aliments à éviter comme tel quand on allaite, OK? C'est extrêmement culturel. Donc, tout dépendamment de notre culture, il y en a qui vont dire qu'il faut boire du lait, qu'il ne faut pas manger des aliments chauds ou froids, du piquant, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait, ça goûte pas toujours la même chose, OK, étant donné qu'il est produit. Fait que oui, il y a des molécules olfactives qui vont teinter le goût du lait. Fait que c'est bien d'avoir une alimentation variée. Ça peut être un premier pas vers l'introduction des solides, hein, apprécier différentes saveurs. C'est sûr que si notre bébé a une allergie, intolérance aux protéines laitières et au soya, on ne va pas consommer ces aliments-là parce que la protéine passe dans le lait et rend notre bébé malade. Les choux, l'ail, l'oignon, est-ce que c'est vrai, des légumineuses, est-ce que c'est vrai que ça produit des gaz? Physiologiquement, c'est dur à expliquer, OK? Parce que les gaz, ils se produisent surtout dans l'intestin et tout ça, pas nécessairement dans le sang. Sauf que, écoutez, si à toutes les fois que vous mangez de l'ail ou du chou, ça marche pas pour votre bébé, ben, qui peut vous dire que c'est pas vrai? OK? Vous le savez, c'est quoi que ça fait? Est-ce que c'est dangereux? Non. Fait que ça va être à vous, après ça, de dire « OK, ben je vais faire attention avec la sauce à l'ail libanaise, là, parce que j'ai juste envie que mon bébé dorme cette nuit. » Mais théoriquement, ça ne devrait pas faire ça. Mais si votre bébé, ça l'affecte, ben écoutez, moi, je vous crois, OK? Fait que modifiez votre alimentation en conséquence, sauf que virez pas fou avec ça parce que il n'y a rien qui montre qu'on doit éviter ces aliments pour l'allaitement. Au contraire, d'offrir une grande variété, ça peut avoir des effets bénéfiques. Et c'est la même chose pour l'introduction des solides que je vous parlerai la semaine prochaine. Donc, offrir une quantité d'aliments, une variété, ça va permettre au bébé de développer son microbiote, donc toutes les bactéries qui vivent dans son intestin, pour être capable de digérer facilement l'ail, puis l'oignon, puis les choux, les légumineuses, ben, il faut en manger souvent. Comme ça, on va avoir les bonnes bactéries pour digérer plus facilement ces aliments-là. C'est différent dans le lait maternel parce que les molécules qui fermentent, ils ne devraient pas aller dans le lait. Mais moi, je vous crois, OK? Mais je ne peux pas vous dire que c'est à éviter complètement parce que ça, c'est pas, il n'y a rien qui dit ça. Donc, fait que là, on était dans l'allaitement. Les besoins particuliers d'une maman qui allaite. C'est sûr que dans les données sur l'allaitement, il y a une augmentation des besoins énergétiques. Combien de calories de plus? Ben, c'est dur à dire. Il y en a qui parlent de 300, il y en a d'autres livres qui parlent de 500 calories, mais de toute façon, c'est pas grave, OK? C'est pas grave de savoir combien il faut que je mange de calories de plus, parce qu'à la base, vous ne devriez pas savoir combien vous êtes supposé en manger et combien vous en mangez à chaque jour, OK? Fait que c'est vraiment ça, c'est des informations de nutritionnistes quand on a à calculer ces affaires-là. Fait que vous n'avez pas vraiment besoin de savoir ça. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? C'est oui, ça se peut très bien et c'est normal et c'est attendu que l'allaitement augmente vos besoins énergétiques. Puis savez-vous qu'est-ce qui va augmenter en même temps que ça? La faim! Parce que votre corps, il sait qu'il a besoin de manger plus. Fait qu'il va vous envoyer les signes pour que ça l'arrive. Fait que fiez-vous à ça. Au niveau des vitamines et des nutriments nécessaires à l'allaitement, ben c'est les mêmes qu'en temps normal, OK? Fait qu'il n'y a pas une augmentation de certains besoins spécifiques pendant l'allaitement versus la grossesse, même que les besoins en fer sont un petit peu moins élevés, sauf qu'on vient d'accoucher. Fait que c'est le bon moment de refaire nos besoins, notre fer. C'est sûr que c'est intéressant, tout comme à la grossesse, sans nécessairement prendre des suppléments, mais de se dire que la qualité des gras trouvés dans le lait maternel qu'on donne à notre bébé va être modulée par qu'est-ce qu'on mange. Fait que c'est pas un mauvais moment pour manger des oméga 3 via du poisson, du saumon, du thon,
des graines de chia, des graines de chanvre, des graines de lin, OK? Donc, de l'huile d'olive, c'est pas des oméga-3, mais la qualité du gras qu'on va transmettre à notre bébé peut être influencée par l'alimentation. Mais sinon, c'est de manger suffisamment. Et si c'est votre premier bébé, il y a probablement beaucoup de chances que l'alimentation soit pas encore dans un moule familial, c'est-à-dire on se lève le matin, on déjeune, il y a une collation, on dîne, il y a une collation, on soupe, il y a une collation. Ça se peut que vous aviez déjà un mode de vie comme ça. Si vous avez beaucoup d'enfants, c'est comme ça. On n'a pas le choix, c'est ça. On est modulé comme ça. Mais si c'est pas le cas, c'est la base, OK? Pour la maman qui allaite, 3 repas complets, OK? Avec une protéine, une source de glucides, des fruits, des légumes. Vous pouvez même avoir un petit breuvage pour qu'il n'y ait pas juste de l'eau, là. Un petit jus, une petite boisson de soya, un verre de lait, OK? Pour venir compléter l'apport. Et 3 collations, vous allez avoir faim pour ça, OK? Fait que c'est important, puis c'est ça qui va vous donner de l'énergie. L'énergie, là! Hey, j'aime ça vous parler. Je sais pas, j'espère que vous aimez ça, ma vidéo. L'énergie, est où cette énergie-là, OK? La source d'énergie pour notre corps, pour nous, là, c'est des calories, OK? C'est comme ça qu'on la mesure. Les plantes, eux, ils vont aller puiser leur énergie dans la lumière du soleil par un procédé avec la chlorophylle. Mais nous autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, on a besoin de manger des calories, puis c'est ça qui se transforme en énergie, qui nous donne l'énergie. Fait que l'énergie, elle va venir de la nourriture qui vous fournit des calories. Fait qu'essayez pas de vous trouver un shake ou une petite poudre ou un jus ou n'importe quoi qui va, wow, magiquement vous donner de l'énergie. Non, OK? C'est la nourriture qui va vous donner ça. Puis là, il y a une autre affaire que vous avez qui n'est pas super bon pour votre niveau d'énergie, c'est la fatigue, OK? La fatigue parce que vous ne dormez pas suffisamment. Il n'y a pas d'aliment qui va vous donner cette énergie-là. OK? La fatigue, elle se combat avec le sommeil. Elle se pas combat, elle se guérit avec le sommeil. J'ai pas de truc pour ça, là. Je sais que vous comprenez de quoi je parle, mais c'est ça. Fait qu'il n'y a pas grand-chose, quand vous êtes fatigué, cherchez pas un aliment qui va vous donner de l'énergie comme ça. OK? Fait qu'il y a l'énergie pour avoir du pep, être capable de faire nos activités, pas de constamment mourir de faim, elle vient de la nourriture. Puis l'énergie de la fatigue, bien, elle vient avec le bon sommeil. Est-ce que, j'ai eu beaucoup de questions sur le supplément, est-ce qu'on a besoin de supplément? Puis là, je vais répondre aussi à vos questions sur la grossesse. On est pas mal dans l'allaitement, là. Mais le supplément pré- ou postnatal là, de femme enceinte, il est important. Qu'est-ce qu'il y a dans ce supplément-là versus une multivitamine régulière? Il y a surtout plus de fer parce que les besoins en fer de la femme enceinte sont assez élevés. Je vous donne des chiffres juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, là. Les besoins en fer de la femme enceinte sont de 27 mg par jour. Pas enceinte, c'est-à-dire une femme qui a ses menstruations, donc qui perd du sang à chaque mois, c'est ça qui fait augmenter nos besoins en fer, c'est de 18 mg par jour. Notre monsieur, lui, qui n'a aucun saignement nulle part, ses besoins sont de 8 mg par jour. Fait que lui, là, il n'en a pas tant besoin que ça du fer, là. Il est bien correct avec la nourriture normale. Mais la femme enceinte, il lui faut un supplément qui va venir couvrir ça. Puis juste à titre d'exemple, là, notre bébé de 7 mois à 12 mois, que ses besoins en fer, mon Dieu, on capote avec ça, ça nous empêche presque de dormir, c'est 11 mg. Fait que c'est quand même beaucoup comparativement à notre homme, mais c'est rien comparativement aux besoins d'une femme qui a ses règles ou d'une femme enceinte. Fait que faites d'une priorité pour vous de vous assurer d'avoir des sources de fer à tous les repas. C'est pas juste pour le bébé, là, OK? Fait que oui, pendant la grossesse, la vitamine prénatale, elle est importante. Pour plusieurs raisons. Assurer une bonne croissance du bébé. Faire en sorte que votre bébé n'utilise pas toutes vos propres réserves. Prévenir à ce qu'à l'accouchement, vous allez perdre du sang. Vous ne soyez pas à moitié morte après l'accouchement, OK? Parce qu'il faut que vous en occupiez après ça de ce bébé-là. Et ça, n'oubliez-le pas, parce que ceux qui ont un bébé en introduction des solides puis qui se mettent à capoter sur le fer, là, je vous le dis tout de suite à mes mamans enceintes, le supplément, le fait d'avoir un bon statut en fer pendant la grossesse, va faire en sorte que votre bébé va avoir une bonne réserve de fer, qui vous êtes capable d'affronter l'introduction des solides
sans se mettre à capoter parce qu'il ne mange rien des sources de fer que vous lui offrez. Fait que ça part déjà de la grossesse. Fait que ça, oubliez-le pas. OK? Il y a une autre chose que vous pouvez faire pour le statut en fer de votre bébé, c'est l'affaire du clampage de cordon. OK? Fait qu'informez-vous là-dessus si vous êtes enceinte pour attendre que tout le placenta ait donné son sang avant que le cordon soit clampé. Puis ça augmente, c'est les données. OK? C'est pas des affaires là, que personne ne se parle puis que c'est pas sûr c'est vrai. Ça donne des réserves de fer, le bébé, un petit coup de pouce pour 2 mois supplémentaires de ces 6 mois. OK? Fait que c'est important que la maman enceinte, elle ait un bon statut en fer. Et sérieusement, moi là, mon 4e bébé, j'ai eu un gros bébé. OK? J'ai pas déchiré, mais je saignais. Je saignais quand je l'ai sorti. Je pense que quand tu as des gros bébés, ça saigne. Puis ma gynécologue, Dr Lalande, je m'ennuie d'elle. Faudrait que j'aille la voir. Elle était comme, oh, tu saignes, tu saignes. Elle dit, je sais pas de par où que tu saignes, puis la nettoyait. Puis elle dit, je comprends pas comment tu saignes de même, tu n'as pas déchiré. J'ai saigné, puis j'ai saigné. Et effectivement, mon hémoglobine n'était pas bien haute. Le lendemain de ça, je me suis évanouie dans la douche. Je n'étais plus capable de tenir debout. OK? Vous voyez le genre? Et quand on est revenu à la maison, avec nos 4 enfants, je me rappelle, j'étais en train d'allaiter dans mon divan, puis là, je voyais Josué, tu sais, préparer le repas pour les enfants. Puis moi, j'étais pognée avec le bébé dans le divan, puis là, j'étais comme... Ça faisait, je pense, 4 jours qu'on était à la maison, puis j'étais même pas capable de me lever, tu sais, j'étais toute étourdie et tout ça. Puis j'ai dit à Josué, j'ai dit, OK, là, Josué, tu prends le téléphone, puis tu fais monter ta mère parce qu'on y arrivera pas. Moi, je suis comme handicapée, là. Je suis tout le temps en train d'allaiter. Je suis pas capable d'être debout longtemps. Je m'étourdis et tout ça. Il nous faut quelque chose. Il nous faut de l'aide. Fait qu'appelle ta mère. Et, mon Dieu, la meilleure décision de sa vie, on s'entend. Elle nous a aidés. Et tous ceux qui connaissent notre histoire savent que Josué est décédé avant que la dernière elle ait 3 mois. Fait que ça a été le dernier moment que sa mère a vu son fils. Fait que ça a été la meilleure décision de notre vie. Tout ça grâce à mon statut de fer qui était vraiment pas bon, OK? Et aussi, c'était un peu de la négligence parce que moi aussi, je négligeais de prendre mon supplément comme tout le monde. Fait que mettez-vous pas dans une situation de même. Pour vous et pour votre bébé, essayez de prendre votre supplément. Sinon, oui, vous pouvez enrichir votre alimentation en fer, autant pendant la grossesse parce que vos besoins sont élevés, mais pendant l'allaitement aussi parce que vous avez accouché, parce que vous avez eu un moment, une grossesse, où est-ce que vos besoins en fer étaient très élevés. Il faut refaire ça. Et si, comme moi, là, vous aviez des suppléments de fer après l'accouchement pour refaire vos réserves de fer, bien, prenez-les. Vos réserves de fer, elles ne vont pas se refaire parce que vous mettez des céréales de bébé partout, là, OK? Elles sont vides. Il faut les remonter avec des suppléments, avec des grosses doses de fer. Donc, soyez pas négatifs par rapport aux suppléments de fer. Ce n'est pas pour vous écœurer là, quand on vous parle de ça. C'est pour vous et votre bébé. Puis, oh mon Dieu, quand on ressent sa réserve de fer se refaire, on se dit, oh mon Dieu, pour ça que j'étais fatiguée. C'est l'énergie en rapport avec ça aussi. Donc, le supplément pour la grossesse, je pense que vous avez compris. Et pendant l'allaitement, est-ce que c'est nécessaire vraiment d'avoir un supplément pendant l'allaitement? Je vous dirais que oui. C'est pas si pire si vous l'oubliez un jour sur 2, mais pour 2 raisons. Pour refaire vos réserves de fer, même si vous avez plus de sang, OK, elles ont été malmenées pendant la grossesse. Et aussi, parce que oui, toutes les vitamines qu'il y a là-dedans, on les a un peu de partout dans l'alimentation, mais aussi pour faire comme une base. Et je sais que personne ne le fait, là, mais c'est recommandé pour toutes les femmes en âge de procréer de prendre une multivitamine contenant de l'acide folique, parce que si jamais vous retombiez enceinte, qui n'est peut-être pas ce que vous avez envie, c'est un petit bébé de 3 mois, mais il faut avoir de l'acide folique en supplément. Fait que prenez votre multivitamine pré- ou postnatal après, puis à un moment donné, vous ferez le switch vers une multivitamine ordinaire si vous trouvez que la teneur en fer dans la pré- ou postnatale est trop grosse. Est-ce que vous devez prendre la multivitamine en prescription, là, vite, 2 fois par jour, qu'on oublie à moitié des... Non, une multivitamine ordinaire, pré- postnatale, c'est correct, OK? Donc, vous m'en dites, j'en avais gros sur le cœur.
Fait que oui, le fer, ça vient de la viande, de la volaille, du poisson, du tofu, des légumineuses. Assurez-vous toujours d'avoir une bonne protéine riche en fer à chaque repas. Comment qu'on peut booster ça? Oui, avec des légumes riches en fer. Oui, avec des noix puis des graines. Oui, avec du chou kale. Mais on s'assure quand même d'avoir une protéine riche en fer à chaque repas. Et oui, les céréales de bébé ou les autres produits enrichis comme la crème de blé, plusieurs, ben, tu sais, même la farine est enrichie en fer, là. Mais les céréales de bébé qu'on utilise comme de la chapelure, puis j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, oui, ça peut booster parce que c'est un supplément, dans le fond, là, de fer aussi. Voilà, fait que ça c'était pour la... Et puis aussi là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'articles, j'ai pas grand chose pour la grossesse. Je le sais. J'ai une section grossesse sur mon site web, elle est pas très remplie, puis je vis avec ça. Mais inquiétez-vous pas, un jour elle va l'être parce que je me dis, il faut que je mette du stock là-dedans parce que je veux répondre à vos questions, puis je pense que j'aime ça le faire ça. Hein? Il me semble que c'est le fun. OK, donc là, vous avez eu beaucoup de questions pendant que je faisais mon monologue sur le fer puis le fait que j'ai perdu connaissance après mon dernier accouchement. Oui, super, Joanie. Fait que oui, il y a certaines sages-femmes qui sont conseillères en lactation. C'est des super bonnes ressources. Puis bien entendu, la sage-femme, elle est toute au courant de ça, l'affaire du clampage de cordon. Oh non, mes enfants, ils veulent rentrer dans la maison, mais... la porte en avant est comme barrée parce que sinon, elle ferme plus. En tout cas, ils cognent. Puis je leur ai dit de passer toujours par en arrière. Les probiotiques... Non, OK, Valérie, je parlais de la multivitamine. Les probiotiques, il n'y a pas de données scientifiques qui nous suggèrent les probiotiques enceintes ou en allaitant. Fait que c'est à vous de choisir si vous prenez ou pas. Moi, je vous suggérerais de prendre des probiotiques via les produits laitiers, OK, comme le yogourt. Fait que le yogourt, c'est une bonne collation. Puis en plus, il y a des probiotiques dedans. Donc ça, c'est bien pour la grossesse et l'allaitement. Oui, Laura, par rapport à l'alcool, oui, Dr Newman, par rapport à l'alcool, c'est une très bonne ressource. OK, il dit qu'il faudrait pratiquement dans le coma éthylique pour qu'il y ait un effet sur l'allaitement. Regarde, OK, il y a, tu sais, j'ai lu plusieurs informations là-dessus, puis moi, ce que je trouvais, c'était d'utiliser son jugement. Si tu as l'impression que l'alcool, ça commence à t'affecter, arrête de boire, là. Puis, tu sais, c'est parce qu'il commence à en avoir plus d'alcool dans ton sang. Fait que, tu sais, c'est juste d'utiliser son jugement. Comme, ça te tente de prendre une petite coupe de vin blanc, il fait chaud, OK, puis tu te lèves, après ça, t'es correct. Ben, tu peux allaiter. Si, là, t'es comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment trop bu. Je sais pas, je tirerais peut-être mon lait, moi. Mais je comprends l'affaire du coma éthylique, mais je trouve que c'est un peu exagéré comme comparaison. Là. Je pense qu'il faut juste pas trop se limiter. Tu sais, je veux dire, vous avez déjà limité pendant 9 mois pour la grossesse au niveau de l'alcool. Si vous voulez allaiter 2 ans, comme sont les recommandations, puis c'est ça votre désir, vous n'allez pas boire pendant 2 ans. À moins que vous n'ayez aucun plaisir à prendre une coupe de vin, c'est correct, là. C'est pas obligé, mais c'est ça. Moi, je vous dirais juste d'utiliser votre jugement. Le diabète de grossesse, Joanie. J'ai beaucoup de questions là-dessus. Écoutez, moi, là, à l'hôpital où est-ce que je travaillais, là, à la clinique des grossesses à risque, là, il y avait une nutritionniste, puis elle voyait tous les cas de diabète de grossesse, puis elle faisait un plan alimentaire, puis oui, c'est restrictif, OK? Surtout quand on n'a pas d'insuline, c'est restrictif, il faut suivre le plan. Fait que essayez de voir premièrement si à votre hôpital où est-ce que vous êtes suivi, il y a moyen d'avoir un suivi avec la nutritionniste pour le diabète de grossesse. Parce que nous, là, à l'hôpital La Salle, il y en avait. OK? Il n'y a pas une femme qui avait le diabète de grossesse qui n'était pas suivie, là. OK? Puis c'était comme à toutes les semaines jusqu'à temps que les glycémies soient OK et même encore. Donc, fait que la gestion du diabète de grossesse, la base, je vous dis la base, là, parce que je peux pas aller plus spécifique. 3 repas, OK? 3 collations. Puis entre les repas et les collations, on ne mange pas pour faire fluctuer le moins possible la glycémie. La glycémie est plus dure à contrôler le matin. Fait que c'est sûr que les déjeuners très glucidiques, bol de céréales, les confitures sur les toasts, les smoothies, les yogourts avec du granola, c'est dur. C'est dur pour la glycémie. Plus la journée avance, plus c'est un petit peu facile, là. Fait que c'est vraiment de viser
un déjeuner qui a moins de glucides, par exemple une toast avec des œufs, puis là c'est là qu'on peut aller plus avec les protéines, les matières grasses pour que ça ne soit très rassasiant mais que ça ne fasse pas trop augmenter la glycémie. J'avais aussi des questions par rapport aux collations, mais c'est la même chose. C'est les collations habituellement, bon, il y en a souvent, surtout celles du matin, on la limite à 15 grammes de glucides, qui est l'équivalent à peu près d'une portion de fruits. Fait que là, on va venir la combiner avec quelque chose qui n'a pas de glucides, comme du fromage, comme des noix, comme des œufs cuits durs, comme des avocats, des choses super populaires dans le régime keto. Je dis pas que c'est la bonne chose à faire, ce n'est pas la bonne chose à faire, sauf qu'on peut s'inspirer de ce genre de collation-là, faible en glucides pour nos collations. Puis aussi, puis ça je sais pas là, puis ça fait longtemps que j'ai pas travaillé en diabète de grossesse là, mais moi là, pendant toutes mes grossesses, à part la première parce que j'ai une complication, je me suis piquée à tous les jours avec du fragment. Fait que, tu sais, si ça devient incontrôlable là, vos glycémies, à la place de vous restreindre puis de vous restreindre, peut-être envisager l'option que se donner de l'insuline, ça pourrait vous donner une grande liberté au niveau de la gestion de votre alimentation. Je dis ça juste comme ça, OK? Peut-être que les médecins, ils veulent pas, ils veulent vraiment contrôler, mais à un moment donné, une petite toast le matin pour une femme enceinte qui se meurt de faim, c'est peut-être pas suffisant, OK? Mais si 2, ça fait « wow, la glycémie », mais c'est peut-être le moment d'introduire l'insuline là-dedans. C'est pas si pire ce piqué-là, OK? Je vous le dis parce que je l'ai fait, OK? Donc, voilà. Mais j'ai pas eu le diabète de grossesse, je m'excuse. Je peux pas vous dire pour ça. L'étal demande combien ça prend de temps pour faire la grossesse. Habituellement, je pense que les suppléments de fer, quand on a vraiment une anémie diagnostiquée, sont prescrits pour 3 mois, puis après ça, il y a un contrôle au niveau d'une prise de sang. OK? Fait que je vous dirais à peu près 3 mois. Oui, la vidéo, là, dès que j'ai terminé, elle va être sur mon mur. Fait que vous pouvez la réécouter, la partager, en parler autour de vous. Et voilà. Je vais mettre aussi des articles de blog là, dans les commentaires. Bon, le café, on parlait de l'énergie tantôt. Fait que la place du café dans l'allaitement et la grossesse, parce que Santé Canada recommande de limiter la consommation à 300 mg de caféine. Hey, moi, là, des fois, je suis contente d'être une nutritionniste parce que je le sais, c'est quoi 300 mg de caféine, ce qui n'est peut-être pas votre cas. Donc, juste pour vous donner rapidement des mesures de grandeur, OK? Une tasse de café, une tasse. Ça, j'ai pas dit une tasse, là, tu sais, une tasse, 250 ml de café filtre, c'est environ 100 mg de caféine. Fait qu'une tasse ou un verre chez Tim Hortons, c'est souvent 2 cafés. Fait que ça peut monter à 200, 250 ou même 300 mg de caféine. Fait que faites attention au gros format. Les espressos, les cafés au lait, étant donné que l'eau passe vite à travers le café, il y a moins de caféine qui est extrait. Fait que c'est autour de 60 mg de caféine. Fait que si là, vous prenez un café au lait par jour, comme moi, le matin, pendant votre grossesse puis votre allaitement, stressez-vous pas avec ça, OK? Vous êtes bien correct, même s'il y a de la petite caféine dans votre thé aussi, puis dans votre chocolat, puis dans votre... tu sais, ça va être correct. Mais si vous avez vraiment l'habitude de prendre des grandes quantités de café, oui, ça vaut la peine de réduire. Fait que même si Santé Canada recommande 300 mg, donc 3 cafés, mais comme moi je vous dis, les formats, c'est très... moi, je vous suggérerais d'essayer de viser maximum 200, fait que pas plus que 2 cafés par jour, puis tout le monde va être correct. Si vous voulez pas prendre de café, si ça vous donne mal au cœur, ben vous pouvez aller avec une grossesse ou un allaitement sans caféine. Oh, j'ai failli vous expliquer une histoire personnelle. Oh, je vais vous le faire parce que j'aime ça. On aime toujours parler de nos grossesses puis de nos affaires. Moi, j'ai eu un prématuré, mon premier bébé, parce que j'ai fait un syndrome de HELP. Donc, j'ai été provoquée à 33 semaines parce que mon foie n'était plus capable de supporter mon condition, puis il paraît qu'il allait exploser. En tout cas, bref, j'étais allée accoucher en ambulance, puis tout le kit. Puis, mon bébé, en tant que bon prématuré, faisait plein d'arrêts respiratoires. Et qu'est-ce qu'il donne au bébé pour qu'il arrête de faire des arrêts respiratoires? C'est tout à fait normal, là. De la caféine! Fait qu'il donne ça intraveineux.
Puis là, pour qu'on le débranche du moniteur qui n'arrête pas de sonner à toutes les fois qu'il fait un arrêt respiratoire, il faut avoir fait un sevrage de la caféine et si pendant une semaine, il n'a pas arrêté de respirer, ben ils vont le débrancher du moniteur, puis là, tu peux amener ton bébé dans ta chambre. Fait que moi, là, mon seul objectif, c'était que je puisse le faire débrancher du moniteur. Fait que de la caféine, je me suis pas gênée pour en prendre mes premiers jours, mes premières semaines d'allaitement de mon bébé prématuré. Fait que ça m'est toujours resté dans la tête. Ça veut pas dire de faire de la surdose, mais c'est juste pour vous dire, oui, la caféine a un impact sur votre bébé pendant l'allaitement. Ça peut l'empêcher de dormir, ça peut le rendre irritable, mais si vous gardez votre consommation basse, il devrait pas avoir de problème. Si vous voyez qu'il y en a un, prenez pas de caféine. Pour la grossesse, c'est différent. Donc, surtout si, tu sais, c'est un peu nébuleux. On peut prendre la caféine enceinte, mais surtout en début de grossesse, essayez de garder votre consommation de caféine quand même assez basse. 1 café par jour. Dites-vous ça. Le mot d'ordre, là, 1 café par jour. OK, Marie-Pierre, pendant combien de temps il faut faire attention aux toxines infections alimentaires chez le bébé? Oui, on va faire les mêmes choses que pour la femme enceinte, hein, les mêmes recommandations, éviter les fromages au lait cru, les fromages à pâte molle, les choses qui ne sont pas cuites, ces choses-là. Les recommandations, c'est à peu près jusqu'à 5 ans. Fait que là, c'est comme, ah non, c'est pas vrai, je peux pas donner le saumon fumé. Regardez, je fais juste vous dire les recommandations, OK? C'est juste que, oui, il y a certains bébés, enfants qui sont plus sensibles, puis, tu sais, on veut juste mettre toutes les chances de notre côté qu'ils n'attrapent pas des choses qu'on aurait pu éviter, là. Fait que c'est juste de faire attention à ça. OK, j'ai une question aussi, ça n'a pas rapport avec le diabète de grossesse, mais je voulais vous en parler parce que je trouvais ça intéressant. J'ai quelqu'un qui me demande qu'est-ce que je pense de l'érythritol et du fruit du moine. J'étais comme, OK, je vais aller voir c'est quoi sur Internet. Fait que déjà, si je sais pas c'est quoi, je m'en doutais c'était quoi, là. C'est parce que c'est sûr, c'est pas nécessaire. OK? Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des édulcorants. L'érythritol, je le savais, c'était quoi à cause que ça finit en ol. Donc, c'était un sucre-alcool, donc un sucre qui ne s'absorbe pas, donc qui ne va pas avoir une influence sur la glycémie parce qu'il ne s'en va pas dans le sang. C'est comme le maltitol ou le xylitol, qui est le sucre de la gomme à mâcher. Pourquoi on n'a pas de carie avec les gommes à mâcher? C'est parce qu'il y a du xylitol. Le maltitol, ça, c'est un sucre qu'il y a dans les chocolats sans sucre pour diabétiques, là, que quand t'en manges plein, t'as la diarrhée. Ben, c'est ça, les sucres alcool. Quand on en mange plein, étant donné qu'ils restent dans l'intestin, qu'ils ne s'absorbent pas, ils font un rappel d'eau, puis on peut avoir une diarrhée associée à ça. Donc, le but de prendre des édulcorants comme ça, c'est qu'au goût, sur nos papilles, ça va goûter sucré, mais qu'une fois que ça va être digéré, ça ne va pas avoir une influence sur la glycémie. Fait que là, j'ai fait la recherche aussi, le fruit du moine, qui est une autre plante au goût très sucré, au pouvoir sucrant élevé, mais qui n'a pas d'influence sur la glycémie. Fait que ça m'a fait penser un peu au stevia. On est tout le temps dans la même roue, là, d'essayer de trouver un substitut magique qui va faire en sorte qu'on continue à manger des choses sucrées, mais que ça n'ait pas d'influence sur le taux de sucre dans notre sang. Même si ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé en diabète de grossesse, j'ai des doutes, OK, que ça soit utilisé. Parce que on capote, tu sais, en tant que nutritionniste, jadis, quand je travaillais en diabète de grossesse, on disait pas à nos mamans de manger plein de substituts de sucre, là. On leur suggérait plutôt à diminuer leur consommation de sucre et à la contrôler via les aliments et non pas à la remplacer. Fait que ça, en plus, quand j'ai fait de mes recherches, j'ai vu que c'était souvent associé à la diète keto. Je suis pas surprise parce que la diète keto, il n'y en a pas de sucre. Fait que, mais tu sais, on aime le goût du sucre. Fait que c'est pour ça qu'on trouve des substituts. Donc, c'est pas dangereux, probablement pas. Est-ce que c'est nécessaire? C'est probablement pas nécessaire. Fait que je veux même pas que vous cassiez la tête avec ça. Écoutez, surtout si vous n'avez pas de diabète de grossesse, si vous avez envie de manger de la crème glacée, si vous avez envie de sucrer votre yogourt nature, regarde, c'est pas grave, mets du sucre, mets du sirop d'érable, c'est pas grave, OK? Fait que je veux vraiment pas que vous essayiez de dépendre de des produits comme ça, surtout pas pendant la grossesse et l'allaitement. Comme je vous dis, là, j'ai pas vraiment d'inquiétude là, sur le fait que je crois pas du tout que c'est toxique, mais tu sais, la nutrition, la nourriture, c'est de la nourriture. On n'a pas besoin que ça soit compliqué, OK? Voilà.
Donc, comment bien manger lorsqu'on a des nausées? Premièrement, il faut avoir la structure que je vous parlais tantôt, OK? Déjeuner, collation. C'est encore plus important parce qu'on ne sera pas capable nécessairement de prendre des gros repas. Ça peut même être collation déjeuner, collation dîner, collation. On peut même commencer avec une petite collation, un pré-déjeuner. Parce que plus on est longtemps en jeûne, plus on espace les repas parce qu'on a mal au cœur, plus on va avoir mal au cœur. OK? Fait que c'est mieux de donner au corps un petit peu d'énergie, surtout des glucides, pour lui dire « Hey, regarde, je te donne la nourriture, là. Arrête de m'envoyer les nausées, là. Fais juste, tu sais, arrêter un peu le temps que je mange. » Fait que c'est le premier conseil, manger passez pas 3 heures sans manger. Fait que si c'est dur le matin, hein, les choses qui vont pas brasser dans votre estomac, là, comme les liquides, c'est peut-être pas le moment de me boire un gros smoothie. À moins que vous avez vraiment envie de prendre le smoothie, prenez ce que vous voulez, OK? Fait que prenez des craquelins, des petites barres. Moi, j'achète les petites barres aux figues au Costco, j'aime vraiment ça. Puis, il y a eu un moment que j'avais mangé tellement pas beaucoup parce que j'avais plus faim, parce que j'étais stressée, que j'avais des nausées, un peu comme une femme enceinte. Fait que je mangeais ça le matin avec mon café au lait. Puis là, après ça, 1 heure plus tard, j'étais capable de déjeuner. Fait que vous voyez un peu le genre. Fait que fractionnez vraiment vos repas, mais essayez d'avoir quand même un repas à quelque part. Fait que, tu sais, il ne faut pas manger des collations toute la journée. Vous allez juste tout le temps avoir faim. Et aussi, c'est que, tu sais, on veut vraiment bien manger. Puis moi, je suis nutritionniste, là. Fait que c'est sûr que vous êtes intéressé parce que, qu'est-ce que je vous dis? Parce que vous voulez bien manger pendant votre grossesse, hein? Vous voulez donner tous les nutriments, toutes les choses qui sont essentielles pour avoir un bébé en santé. Le mieux, vous voulez faire le mieux. Mais, à un moment, la grossesse, c'est la croissance d'un bébé. Vous avez une bonne réserve, OK? Votre bébé va toujours aller puiser là-dedans en premier. Vous mangez pas assez de calcium, il va aller le chercher dans vos os. Vous mangez pas assez de fer, il va aller le chercher dans vos réserves. Il va puiser toutes vos réserves d'oméga 3 puis de bons gras pour fabriquer le cerveau et tout ça. Donc, vous êtes une bonne réserve. Ça va vous épuiser complètement. Mais votre bébé va manquer de rien. Fait que si, là, vous dites « Oh, j'ai des nausées, mais je suis pas capable de manger mes fruits, puis là, mon bébé va manquer de vitamines, puis ça. » Stressez-vous pas avec ça. Vous êtes en croissance d'un être humain. L'important, c'est juste de manger des calories. Je vous dis pas de manger n'importe quoi puis tout le temps, mais enlevez-vous la pression que le repas doit toujours être super complet puis super parfait. S'il n'est pas complet, vous allez avoir faim plus tard, ce qui est pas ce que je veux, là. Je veux pas ça. Mais, tu sais, mettons là que ça vous tente, vous avez mal au cœur, puis vous dites « Ah, je mangerais tellement des hot dogs. Je mangerais des hot dogs, OK? » Avec pas de crudité, là, juste des hot dogs. Mais ce repas-là, mangez donc des hot dogs. Au moins, vous allez avoir mangé des calories. Peut-être que justement, vous allez avoir mangé, vous allez prendre votre collation, puis votre souper, vous allez avoir plus faim, moins mal au cœur, mais là, vous prendrez un repas complet avec du poulet, des légumes, une salade, OK? Fait que mettez-vous pas de pression. Comment boire plus d'eau? Buvez plus d'eau. Il n'y a pas de truc. Oui, l'eau, ça goûte rien, mais ça vous empêche d'avoir la bouche sèche, ça vous aide pour votre transit intestinal. Là, il fait tellement chaud, là, on évapore l'eau, là. Moi, j'évapore juste en parler. Fait que buvez de l'eau. Je sais pas quoi vous dire. Il faut juste que vous ayez tout le temps de l'eau, une bouteille d'eau avec vous, un verre. J'ai pas 3000 trucs, je vous dirais pas d'acheter du colorant puis des affaires pour que ça goûte bon. C'est de l'eau, c'est supposé rien goûter. Fait que faites juste prendre l'habitude de toujours avoir de l'eau. Dites-vous là que, tu sais là, la laine du matin, ça n'a aucun rapport mon truc, mais peut-être que vous allez avoir une illumination. La laine du matin, là, elle est causée par la déshydratation. OK? Quand on boit là, le matin, moins bien quand on est enceinte puis qu'on a mal au cœur le matin. Mais quand vous buvez le matin, ça l'enlève, cette déshydratation-là, puis ça fait en sorte que vous avez une meilleure haleine. Fait que essayez de boire toute la journée juste pour pas que vous ayez une mauvaise haleine. Hein? Déjà, ça pourrait être pas pire, puis ça va être bon pour tous vos systèmes. Écoutez, je pense que j'ai répondu à toutes les questions que j'avais... Oh mon Dieu, j'avais bien trop de jasettes. Hey, je m'excuse si c'était long. J'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, je réponds à vos questions sur l'introduction des solides, des DME purée, peu importe l'introduction des solides. N'oubliez pas d'aller voir mes vlogs parce que là, aujourd'hui, je suis maquillée, fait que je filme, OK? Fait que je filme pour mon prochain vlog. Donc, qu'est-ce que je vais parler dans mon prochain vlog qui va être dimanche sur YouTube?
Ma préparation pour mon départ au Saguenay. Je vais aussi avoir une réflexion sur le désencombrement, OK, que je fais depuis 3 ans. Puis là, je considère que ma maison commence à être pas mal vide. Aussi, j'ai filmé c'est quoi que j'amène en lecture cet été pour mon voyage. Puis, il va sûrement avoir d'autres affaires aussi, là. Fait que c'est à peu près ça, OK? Et, ah oui, demain, il paraît que je vais au spa. OK? Fait que je vais peut-être faire des vidéos de ça. Sauf que ça me gêne de faire des vidéos en public. Je suis comme à l'aise, là, je suis chez nous, il n'y a personne, là, mais quand je suis en public, c'est comme juste l'impression que tout le monde me regarde. Fait que je vais voir ça. Fait que, s'il vous plaît, allez voir mes vlogs parce que je mets beaucoup d'énergie là-dedans puis je pense que ça peut vous aider. Aujourd'hui, ça vous a aidé, là, mais les vlogs, là, je pense que ça peut vraiment vous aider au quotidien, autant pour la nutrition parce que juste comme moi, là, je suis pas compliquée. Le lâcher-prise, ça respire en moi puis je pense que ça peut faire du bien à toutes les mamans. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!